On parle depuis tout à l'heure de transformation et on va parler de la transformation dans la communication. Voilà, qui est un sujet important, puisque je ne sais pas si vous avez constaté comme moi, mais on parle depuis tout à l'heure de réputation, d'indicateurs de la qualité de la relation entre l'entreprise, ses clients, entre l'entreprise, ses parties prenantes. Et donc, c'est avec Asael, qui a un profil études, et moi, communicant, on a préparé une petite séquence pour essayer de vous montrer qu'il se passait quand même beaucoup de choses dans notre secteur. Et le premier changement qui s'accélère vraiment actuellement, c'est que le communicant qui, depuis toujours, était là pour aider son entreprise à vendre ses produits ou ses services, il est de plus en plus souvent confronté, notamment avec les réseaux sociaux, mais beaucoup aussi en interne, il est confronté à des questions qu'il n'avait pas l'habitude de répondre. Mais d'où viennent les produits, par qui ils ont été fabriqués, et puis les gens qui le fabriquent, ils sont contents ou pas, et qu'est-ce que des produits vont devenir en fin de vie. Et toutes ces questions, en plus, elles sont posées par des publics qui ne connaissaient pas bien avant, les ONG, les associations de riverains, les associations de consommateurs, et tout ça, ça bouleverse énormément. Et en fait, on s'aperçoit, enfin en tout cas moi c'est le constat que je fais, qu'ils prennent de plus en plus en compte des immatériels dont on parle depuis tout à l'heure, sauf qu'ils utilisent rarement le nom dans la com. Mais ils parlent tout le temps de chercher à avoir la fierté d'appartenance pour leurs salariés, bien sûr la confiance des actionnaires, d'avoir des mécaniques suffisamment forts pour que les salariés ont envie de rester dans l'entreprise et pas de partir au premier courant d'air. Et on peut prendre évidemment la solidité et la pérennité d'un portefeuille client. On peut prendre tous les publics et ils cherchent à travailler les immatériels. Donc c'est ce lien immatériel qui existe entre l'organisation et les différents publics. Et il est très important parce que arrive en ce moment une deuxième vague de questions, une deuxième vague d'enjeux, c'est de parler de plan de sobriété. Alors beaucoup d'entreprises n'ont pas attendu Elisabeth Borne pour mettre en place des plans de sobriété, surtout que, on le sait bien avec Agnès, les premiers sujets dans l'entreprise sur la RSE, c'était de faire des économies, l'éco-conception, et ça, tout le monde était content de faire des économies de parc de voitures, des économies d'énergie, des économies de taille de bureau en passant en flex. Mais je peux vous parler pour nous, pour Hopscotch, on est 500 à côté là. Quand vous avez déjà fait tout ça, que votre immeuble il est HQE, que vous êtes en flex office, qu'il n'y a quasiment plus de voitures, et qu'on vous dit qu'il faut faire 10%, et que vous avez envie de jouer le jeu, et que notre cher président du MEDEF a dit il faut faire 10%, et ben on commence à attaquer sur l'os. Et on touche le sujet qui a été évoqué aussi tout à l'heure, on commence à rentrer dans le renoncement. Et qu'est-ce qu'on enlève ? Et du coup, c'est les premières questions qu'on voulait vous proposer. Et alors, elles sont un peu mélangées. Bon, la première, parce que j'ai trouvé qu'il y a très peu de chiffres, on a cherché avec Asael, il y a très peu de chiffres. Sur les renoncements en général, on a pris des chiffres qui concernent l'individu dans sa vie de tous les jours et l'individu en entreprise. Le premier, parce que j'ai trouvé un chiffre. À votre avis, en 2019, c'était une étude de l'ADEME, combien il y a de Français qui étaient prêts à limiter la vitesse sur l'autoroute à 110 ? Bon, vous me dites un chiffre et puis... de toute façon, un pourcentage, mais ça c'est en 2019. Pourcentage. Il y a combien de Français qui étaient prêts à... En 2019. On a un chiffre plus récent après, vous verrez. 30%. Peut-être... Non, c'était 30%. 30% en 2019. 30% des Français étaient d'accord, étaient d'accord en fait, ce qui a déclenché les gilets jaunes, étaient d'accord avec la règle de rouler à 110 ou à 80 sur l'autoroute. Depuis, alors on n'a trouvé pas beaucoup d'autres chiffres sur les autres sujets qu'on va aborder. Et depuis, c'est passé l'été dernier. Là, il s'est honnêtement sur l'opinion, tu pourras nous en dire un mot, il s'est réellement passé quelque chose. Et voilà, la température, plus d'eau dans le Verdon. Ça, moi, j'ai beaucoup entendu ça. Il n'y a plus d'eau dans le Verdon, on ne peut plus faire de balade au bateau. Et la chaleur, bien sûr, à part ceux qui étaient en Bretagne qui étaient contents.
Il y a une série de questions, et je vous invite à voir, là, c'est tout jeune, ça a été fait par Elab et Veolia. Ils ont fait un gros sondage pour la COP27. Et là, ils ont sorti une vingtaine de renoncements acceptables par l'opinion. Et donc, si je prends, il n'y a plus besoin d'ordre puisqu'on n'a pas on n'a plus la machine. Mais si on reprend les 110 km/h, aujourd'hui, après l'été dernier, à votre avis, combien il y a de Français qui sont prêts à rouler à 110 km/h ? Alors, la question, elle est posée, je pense, de façon légale. Si on interdit de rouler à plus de 110 km/h. C'est 70%. On parlera de ce sujet-là après. Après, combien de Français, selon vous, qui sont prêts à manger moins de viande ? Alors, il y en avait combien ? 68. Moins de viande. Moins, pas du tout, mais moins. 60. Dommage qu'on ne fasse pas des... 70% encore. Combien de Français qui accepteraient de travailler dans des bureaux à 19 degrés ? Ça, c'est chaud, hein, ça nous concerne tous. C'est le cas de le dire. 70. Et moi, je peux vous donner l'exemple chez nous, parce qu'on s'installe en 2015 dans un bureau HQE. Donc, les bureaux ils étaient à 19, hein, puisque c'était la norme. Et on a eu une révolution, là. Donc, là, on a dit, il faut passer à 19. Et les gens, ils ont froid. Voilà. Mais ils disent rien. Enfin, ils disent rien et ils acceptent. Après, il y a un autre sujet qui m'interpelle, mais je n'ai pas trouvé le chiffre. C'est combien de Français qui accepteraient de ne plus prendre l'ascenseur ? Et là, je peux vous dire que chez nous, c'est 0. Voilà. Et pourtant, c'est important. Voilà. Non, il n'y a pas le chiffre. On n'a pas trouvé le chiffre, mais on se demandait. Pas trouvé. Oui, ça dépend de l'étage, c'est ça ? Non, mais je parle dans... Voilà, il y a quand même un sujet... Bon, pour être... voilà, il y a quand même un sujet d'acceptation... et du coup, pour les entreprises, d'arriver à faire passer donc, tous ces messages. C'est compliqué d'expliquer les plans de sobriété, c'est compliqué d'expliquer tout ce qu'on a entendu avant, les plans de transformation des entreprises, pour embarquer tout le monde, embarquer ses parties prenantes. Et là, on se trouve avec le sujet de confiance, qui a été aussi abordé dans plusieurs tables rondes. Et là, j'avais un certain nombre de chiffres, mais ça, je pense qu'ils sont plus connus. Vous savez que toujours, c'est dans le même bar. Non, ça, c'est dans le CEVIPOF. Ça, c'est très CEVIPOF. intéressant. CEVIPOF, Sciences Po. Il y a énormément de chiffres qui sont intéressants sur l'évolution, justement, de l'opinion. Là, c'est des chiffres qui ne bougent pas beaucoup. Il n'y a pas eu un avant et après été 2022. En fait, les Français, ils ont confiance dans le local. Hein, ils ont confiance à 82% dans les petites boîtes. Hein, la PME, voilà. Ils ont confiance dans 67% dans leur maire, peut-être sauf à Paris. Ils ont confiance encore à 43%. Le maire. Ils ont confiance. Ils ont confiance à 43% dans le président de la République. Et alors, c'est là où c'est compliqué quand même pour la suite. C'est qu'ils n'ont confiance qu'en 41% dans les grandes entreprises. Donc, quand elles commencent à essayer d'expliquer qu'elles essayent d'avoir des démarches vertueuses, voilà. 34% de confiance dans les médias, 19% de confiance dans les partis politiques et 14% dans les réseaux sociaux. Voilà. Donc, ce qui est compliqué parce que les leviers de transformation, les leviers d'information, on n'a pas beaucoup confiance en eux. Et voilà, je terminerai par 2 chiffres et je te passe la parole. Donc, dans cette étude, il y a deux chiffres qui sont... C'est dans le CEVIPOF, il y a 2 chiffres qui sont intéressants. Donc, 68% des Français se déclarent prêts à prendre en compte les enjeux environnementaux et sociaux dans leur acte d'achat. Ça n'a jamais été aussi haut. Le problème, c'est l'indicateur d'après. 61% des Français ne comprennent rien aux informations qui sont données pour faire leur choix. Donc, le sujet de communication. Et il n'y a pas que le prix. Je te laisse la parole. Ouais, en effet, quand on voit que cette notion de compréhension derrière l'acceptation, elle est importante. Donc, il y a toujours cet enjeu, en effet, de confiance de l'émetteur. Est-ce que j'ai confiance en l'émetteur ? Et on peut assez vite comprendre que si un émetteur, comme une entreprise, a 41% de confiance, utilise les médias
qui n'ont que 34% de confiance ou les réseaux sociaux qui n'ont que 19% de confiance, ça commence à faire une sorte d'entonnoir assez compliqué pour atteindre pour atteindre l'opinion publique et la transformer. Et en effet, par rapport à la remarque qui a été faite tout à l'heure, est-ce que quand les gens donnent leur opinion, ils la donnent pour tout le monde ou pour eux-mêmes? En effet, force est de constater que les Français ont un petit côté atypique ou paradoxal. C'est pour ça qu'on les aime, et c'est aussi ce qui rend le sujet un peu compliqué. C'est pour ça qu'on voit que c'est pas simplement des effets cognitifs, c'est-à-dire des effets de connaissance, de compréhension. Mais voilà, c'est un complot. Ok. Donc, on voit que le sujet n'est pas simplement cognitif, mais il est même ce qu'on appelle dans le jargon, nous, les effets conatifs, c'est-à-dire qu'il faut changer des comportements et pas juste des bonnes intentions. Et en fait, et c'est là un peu le point dur et un peu pessimiste, quand on se confronte à d'autres chiffres qui ne sont pas que des chiffres d'opinion, on va se rendre compte, par exemple, que le bio baisse de 1,3% et même de 4% en hyper, que la France est devenue, réchauffement climatique en France égale je creuse des piscines. Donc on est devenu le premier pays européen et le deuxième après les États-Unis en piscine individuelle rapportée par habitant. Une piscine pour 35 ou 38 habitants en France. Voilà. Donc ça permet à M. Desjoyaux de faire un acte social fort qui va donner une prime équivalent à 1 an de salaire à tous ses salariés. Néanmoins, la conséquence, c'est qu'on creuse des piscines, et quand on n'a pas les moyens d'une piscine, on prend un jacuzzi. C'est ça, concrètement, c'est ça. Si on prend sur l'ISR et la finance, même chose, on voit que 67% des Français n'ont jamais entendu parler d'investissement socialement responsable. Il y a aussi une raison, on en revient à la complexité et d'où l'enjeu de la com, c'est que la communication, son métier, c'est de faire comprendre et de faire changer de faire cet acte de pédagogie, de vulgarisation. Il y a quand même au moins 3 labels. J'en ai Greenfin Label, label ISR, Finance Sol, la finance solidaire. D'ailleurs, hier, un article du Monde, ou avant-hier, un article du Monde désigne une grande partie des fonds ISR. Donc, même chose, là, les médias aussi, décidément. Non, ouais, mais j'appuie. Tu l'éteins en même temps, je crois. Et finalement, la conséquence, c'est que si je compte bien, on n'a que 7,6% des encours totaux qui sont en ISR. Alors même que quand on fait des études, quand on demande aux Français s'ils veulent faire de l'épargne solidaire, ils sont à plus de 2 tiers, disent oui. Voilà. Donc là, il y a quand même, et ça, on peut faire cette liste à l'infini. Je veux pas prendre l'avion, mais les vols en avion augmentent, etc., 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 etc. Donc on a un vrai sujet, encore une fois, non seulement d'opinion, mais on a un sujet de transformation des comportements. Et c'est certainement là, c'est là où nos métiers deviennent hyper sophistiqués, parce qu'on est justement au cœur de la relation. C'est-à-dire qu'on est vraiment pas dans la partie, le côté c'est que de la com, ça il faut oublier. Nous on défend vraiment assez fortement la dimension stratégique de nos métiers, et donc il y a vraiment un enjeu de transformation des comportements. On verra juste après. Voilà, donc tous ces chiffres, toutes ces informations là, ça montre qu'il y a un sujet de communication, ce que tu viens de dire. Et ça a été évoqué par Fabrice juste avant. Il y a quand même un sujet de ravages qui ont été provoqués par les mensonges ou les non-dits ou les vérités un peu anticipées des entreprises quand elles prennent la parole sur tous les sujets de leur transformation. Et voilà, des promesses non tenues, et puis surtout des mécaniques de communication qui sont descendantes, jupitérienne. Je balance des messages, voilà, que sur la télé, sur le cinéma, sur les réseaux sociaux. Et communiquer, c'est quand même échanger, c'est quand même parler, c'est quand même converser. Et on sait tous que c'est en écoutant une conversation, alors souvent là on est d'accord, mais quand on n'est pas d'accord, c'est ce qui permet d'avancer en général, c'est ce qui permet de comprendre quelque chose. Donc la communication au sens des interactions et au sens qui a été évoqué par Geneviève, je crois, qui est d'une volonté. L'objectif, c'est de faire preuve d'attention pour ses clients. On ne lui fait pas preuve d'attention en lui balançant des messages, des leaflets, des emails. On gagne l'attention et la confiance d'un client, mais de toutes ses parties prenantes, en engageant des conversations. Donc c'est ça le sujet. Et cette partie conversation, c'est ce que nous on appelle la partie immatérielle de la communication, et qui est très bien définie par l'Observatoire comme le capital relationnel. Donc on a failli avoir un indicateur à l'EFRAG, mais bon, visiblement ce sera juste
un petit item dans les 1000, la longue liste. Mais donc c'est un vrai sujet de faire prendre conscience que c'est ce capital relationnel dont il faut faire attention. Toutes les entreprises, elles ont ce relationnel avec leur écosystème, elles en prennent pas forcément compte. Et en tout cas, il n'y a pas vraiment d'indicateurs. On a vu qu'il n'y a pas beaucoup d'indicateurs pour les immatériels. Il n'y en a pas du tout pour mesurer le capital relationnel. Il y a des indicateurs pour mesurer la relation client, ça depuis les années 90. Il y en a le capital humain, on a vu, il y en a beaucoup qui mesurent le capital humain. La gouvernance, il y a Ethic and Boards, il y a des indicateurs pour mesurer la gouvernance. Et il n'y a rien sur la partie relationnelle. C'est embêtant puisque c'est quand même le cœur des sujets de communication. Après, alors j'ai obligé de dire, ces travaux, ces réflexions, on les a abordés dans un groupe de travail. Pierre-Alexis vous a parlé des groupes de travail sur différents sujets. Et là, on vient de terminer une session d'un groupe de travail sur la communication. Et donc, ça fait partie des conclusions qui seront mises en ligne prochainement sur le site. Donc, dans la grande révolution, la grande mutation, les grandes évolutions qu'on devait prendre, nous, communicants, c'était travailler, prendre en compte ce capital relationnel. Il y a un deuxième sujet, et je vais te passer la parole, c'est la communication responsable. Oui, parce qu'en fait, en plus, donc, nous, on considère qu'on est un levier majeur et qu'on va avoir, pour accélérer et faire accepter, il y a un mot qu'on n'a pas employé, mais moi que j'emploie souvent, c'est rendre désirable une autre narration, un autre récit pour la société. Voilà, c'est pas perdre de vue que notre métier, parfois légitimement, parfois de manière excessive, subit un bashing, mais quand je dis légitimement, bah oui, c'est Coca-Cola qui invente le Père Noël, donc on voit bien la relation avec quand même la consommation, la surconsommation, et globalement, depuis 100 ans, en effet, marketing et communication sont quand même les alliés d'un modèle qui est plus complètement compatible avec la suite de l'histoire. Donc il faut à la fois qu'on retrouve un nouveau récit, et on a besoin du métier de communicant pour remettre un nouveau récit, une nouvelle narration de la société. Et en même temps, il y a une injonction qui est ta RSE à toi, métier de la communication. Donc en fait, il y a un sujet en plus, c'est que on est pris dans une sorte de tenaille, et qui est tout l'enjeu de ce chemin de la communication responsable, c'est qu'on doit à la fois communiquer et en même temps ne pas générer d'impacts environnementaux, sociaux et sociétaux négatifs. Exemple, je fais une magnifique petite vidéo, y compris pour des gestes, pour un éco-geste, voilà, et cette vidéo a la chance d'être virale et d'être vue par 1 million de personnes. Est-ce que je prends le bilan carbone des 1 million de vues de cette vidéo sur les réseaux sociaux pour ma pomme, enfin pour le bilan carbone de ma communication? Donc tout le sujet en tout cas, et oui, c'est clairement du scope même pas 3, je pense que c'est du scope 2, donc voilà, on est complètement dans... donc il faut... Et donc je pense qu'il y a un discours qu'il faut absolument tenir, c'est que oui, il y a un enjeu de sobriété pour la fonction communication, et en même temps, on a besoin d'avoir de l'énergie et donc de carboner dans notre métier au service de ce nouveau récit. Voilà. Et quand par exemple, je peux entendre dans les entreprises en disant on va arrêter tout l'événementiel, on va arrêter tous les éléments relationnels, parce que avant c'était pour des sujets de budget, aujourd'hui je l'entends plutôt pour des sujets de carbone. Bon, mais créer de la mobilisation interne, créer de la fidélité, etc., ça se fait pas complètement qu'au travers d'un Teams. Et même ce Teams, il génère du carbone. Donc en fait là il y a cette double injonction qui est pas simple en ce moment. Il faut répondre à ce côté communicant, vous êtes le bras armé de consommation, surconsommation, etc., etc. En plus parfois notre secteur, il faut se le dire, on voit pas toujours des messages extrêmement clairs. Là, vous allez voir, je vais pas vous dire le chiffre, mais dans quelques semaines notre secteur, plutôt la publicité, va annoncer une grande étude pour dire qu'en gros 1 euro de publicité égale X euros de création de PIB. Je suis pas sûr que ce soit avec des messages comme ça qu'on arrête le tir le tir nourri sur notre métier. Alors on peut toujours m'expliquer que c'est un meilleur PIB, qu'on crée du PIB positif. Enfin bon, voilà, ça va quand même être. J'attends de voir l'explication du secteur, mais ça va être quand même compliqué. Donc il y a ce sujet de sobriété, et évidemment pour nous, c'est un mot que vous avez prononcé, je sais ici, mais finalement dans notre secteur on emploie assez peu. Sobriété, ça devient un peu un mot glamour, un peu sympa, etc., etc. En effet, le mot de renoncement, il est plus dur. Il y a voilà, le secteur, c'est plus de 35 milliards d'euros, c'est 650 000, entre 650 000 et 7 000 jobs. Donc forcément, quand on dit renoncement,
ça pose une question. Et pour vous donner juste un exemple, Expansion, ce grand laboratoire pharmaceutique, vient de sortir son nouveau site corporate éco-sociaux conçu, parce qu'il n'y a pas que l'éco, il y a aussi le sociaux, voilà, l'accessibilité par exemple. Et ben pour arriver à baisser d'1/4 le carbone d'un site web corporate, et ben on est obligé de dire 0 vidéo, 0 newsletter et 0 moteur de recherche. Alors pour vous, si vous n'êtes pas du secteur, vous dites bah et alors? Sauf que derrière, il y a des agences entières qui font de la vidéo, des newsletters, etc., etc. Donc vous voyez, l'injonction, elle est compliquée. Mais c'est ce qui est devant nous. Je pense que c'est de réaffirmer qu'on a besoin pour créer ce capital relationnel de carboner, enfin de faire des choses. Voilà. Sinon, on a besoin de salons, on a besoin d'espace pour se retrouver. Et en même temps, il va falloir qu'on invente cette écriture de la sobriété de la com qui est devant nous. Il y a des outils, il y a des solutions, mais il y a quand même beaucoup de choses qui sont à écrire. Et tout ça, c'est la com responsable. Voilà. On a passé beaucoup de sujets. Ouais. Beaucoup de sujets. On peut peut-être terminer sur une dernière idée, c'est que un des sujets aussi complexes de la communication pour se réinventer, c'est que cette réputation, qui est quand même in fine ce qui est recherché pour pouvoir, elle a une part très importante dans les immatériels. Il y a une étude d'AMO qui dit que c'est 39% d'une capitalisation, la réputation. Or, dans une entreprise, on voit bien aujourd'hui, on entend dans la conférence aujourd'hui, que les directions générales, les directions financières, les directions du risque, les directions marketing, les directions de la communication, enfin, il n'y a pas une direction qui ne s'intéresse pas au risque, qui n'a pas pris conscience qu'en faisant son travail, en se développant, en innovant, elle ne devait pas gérer les risques de réputation. Est-ce que dans l'entreprise, il y a une bonne coordination entre tous ces services sur ce sujet de risque? Je ne suis pas sûr. Ça fait encore un autre chantier à gérer. Et en tout cas, ici, à l'Observatoire, c'est un sujet qu'on porte à plusieurs. Et là aussi, je fais une petite réclame pour terminer. Et plus on sera nombreux à travailler sur ce sujet, plus on arrivera à faire avancer les choses. Merci beaucoup. Merci à vous.